bonjour à tous, merci de regarder La Grande Hache. L'histoire est une chose trop importante, sans doute, pour être entièrement laissée aux seuls universitaires. Et je reçois aujourd'hui Emmanuel Burdeau, qui est un critique de cinéma. Emmanuel Burdeau a dirigé pendant plusieurs années la rédaction des Cahiers du cinéma, revue historique de la cinéphilie française, publié un livre sur ce monstre de l'histoire d'Hollywood, qu'est Billy Wilder, un livre qui s'appelle Gravité. Billy Wilder, c'est un personnage qui appartient à la grande histoire d'Hollywood, donc à l'histoire tout court de la culture populaire, de l'hégémonie culturelle aussi des États-Unis sur la planète à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est aussi un personnage dont la vie personnelle a traversé à l'échelle du XXe siècle les déchirements de cette période. Et puis, dernière chose, non des moindres, qui est au cœur du livre, c'est un artiste, un grand metteur en scène, dont l'œuvre, en définitive, dégage une certaine vision de l'histoire. En tout cas, on peut lire une certaine vision wilderienne, aussi bien de l'histoire de l'Allemagne dont il est issu que de l'histoire des États-Unis. Et la dernière partie du livre en particulier est centrée sur cet aspect. On peut peut-être commencer en évoquant tout simplement son itinéraire personnel dans l'histoire du XXe siècle. Très longue vie, donc 1906-2002, né Samuel Wilder donc en 1906 dans l'Empire austro-hongrois. Il prend le prénom de Billy après être arrivé aux États-Unis. Je crois qu'il l'utilise dès le moment où il est journaliste. Alors en fait, donc Wilder naît en 1906 dans une ville qui est actuellement une petite ville polonaise qui s'appelle Żucha. Il commence à travailler comme journaliste très tôt, au milieu des années 20, donc il avait une petite vingtaine d'années. Ensuite, il continue à travailler comme journaliste de reportages, etc., à Berlin, où il devient aussi scénariste. Alors en fait, c'est une période qu'on connaît bien et pas si bien de son travail. Wilder a, dit-il, collaboré à un très grand nombre de scénarios. Il en évoque, je crois que lui évoque le chiffre d'une centaine, mais il en a quand même signé un certain nombre de son nom. On retient en général surtout un titre, qui est un titre très important de l'histoire, sur lequel moi je m'attarde assez peu, qui est Les Hommes le dimanche, qui est un film de 1929 auquel participent des gens qui vont devenir très importants dans l'histoire du cinéma, notamment comme les frères Siodmak, Kurt et Robert Siodmak et d'autres. Un film de fiction tournée dans des conditions de documentaire, donc c'est quelque chose qui à l'époque est très novateur. Et Wilder participe au scénario. En 1934, il arrive en France, où il co-signe un film qui s'appelle Mauvaise graine, qu'en général, on passe sous silence, mais qui n'est pas inintéressant. Et puis, il arrive aux États-Unis en 1935, si ma mémoire est bonne. Et là, il reprend ses activités de scénariste. Il forme équipe avec quelqu'un qui était son aîné, à ce moment-là, plus installé que lui, qui s'appelle Charles Brackett. Et ils écrivent à ce moment-là un certain nombre de scénarios très importants pour des auteurs de comédie. Plusieurs, Mitchell Leisen, Hawks, mais surtout Lubitsch, pour lesquels ils écrivent 2 films, La 8e femme de Barbe Bleue et Ninotchka. Qui sont les 2 grands chefs-d'œuvre de Lubitsch. Qui sont peut-être parmi les nombreux chefs-d'œuvre de Lubitsch. Parmi les nombreux chefs-d'œuvre de Lubitsch, incontestablement. Et Wilder, ça c'est un aspect tout à fait connu, gardera toujours une admiration indépassable, on peut dire, pour Lubitsch, dont il parlait comme de son seul dieu. Il y a une anecdote qui est connue, mais qu'il faut toujours rappeler. Wilder, qui était quelqu'un d'assez orgueilleux, d'assez dur, je pense très dur à la tâche, avait pendant très longtemps, presque sans doute pendant tout le temps de son activité, une pancarte au-dessus de son bureau qui disait comment Lubitsch aurait fait. Pour dire que la question... Et j'en parle parce que c'est aussi un peu la question du livre, pour dire que la question, et c'est aussi une question à mon sens d'histoire du cinéma et d'histoire tout court, pour dire que l'empreinte lubitchienne d'Ernst Lubitsch est restée très forte sur son cinéma et qu'il n'a cessé de se voir d'une certaine manière comme celui qui devait continuer, selon ses propres moyens, parce que je ne pense pas qu'il ait jamais pensé vraiment rivaliser avec Lubitsch, qui devait continuer, disons, la tâche de Lubitsch, dont on reparlera peut-être. Et leur univers, c'est la comédie. C'est un genre particulier. Oui. En tout cas, Wilder ne va pas se limiter à la comédie, mais Lubitsch, c'est un cinéaste de comédie, essentiellement, si je ne me trompe pas. Il y a 2 ou 3 Lubitsch, en fait. Il y a le Lubitsch muet et le Lubitsch parlant, il y a le Lubitsch allemand et le Lubitsch américain, et je dirais les 2 paires se superposent pas vraiment, parce que Lubitsch a aussi fait des films muets aux États-Unis. Mais enfin, pour simplifier les choses, des films parlants de Lubitsch sont tous des comédies, à l'exception d'un film qui s'appelle en français L'homme que j'ai tué, en anglais Broken Lullaby, qui est un film sur la Première Guerre mondiale. Mais Wilder lui-même, ce qui caractérise son œuvre, c'est 24 films de 1934 à 1981, c'est qu'il y a des comédies et des drames, et parfois des choses qui sont entre les deux. Alors, Wilder passe à la réalisation, où il retourne, enfin il passe en son nom propre, et cette fois pour de bon, en 1943. Un des premiers,
à être à la fois scénariste et réalisateur. C'était le cas de quelques-uns comme Preston Sturges, mais ce n'était pas une coutume, c'était quelque chose de pas facile à... Et ça va devenir son cas pour tous ses films. Ça va devenir le cas pour tous ses films, avec des collaborations diverses, mais enfin, il sera associé au scénario, enfin, scénariste, on peut le dire, pour la totalité ou la quasi-totalité de ses films. Et en effet, ce qui fait sa célébrité comme cinéaste, dans un premier temps, ce sont plutôt des drames. On peut citer 3 titres. Le film qui l'installe comme réalisateur et qui est un film qui a marqué l'histoire du cinéma, objectivement, c'est Assurance sur la mort en 1944, Double Indemnity, pur film noir pour lequel il reçoit les félicitations d'Hitchcock, ce qui n'est pas rien. Ensuite, un film sur l'alcoolisme, en français Le Poison, qui est le premier film de Lost Weekend en anglais, qui est le premier film à traiter de l'alcoolisme comme d'un sujet sérieux. Et c'est pas une comédie du tout, donc. Non, même s'il y a les éléments de comédie, c'est pas une comédie. Et Sunset Boulevard, bien sûr, Boulevard de Crépuscule en 1950, qui est un des films les plus importants de l'histoire du cinéma pour plusieurs raisons, qui est là aussi une sorte qui est plutôt un drame quand même, même si le film a des éléments de comédie aussi, et qui est non pas le premier film fait par Hollywood sur Hollywood, mais le premier film on pourrait presque dire que ce serait facile, que c'est l'introduction du thème de la mort du cinéma dans le cinéma, puisque c'est un film qui tourne autour d'une ancienne actrice du muet, qui vit recluse et qui nous parle du muet comme d'un âge d'or. Évidemment, il y a la question du passage du muet au parlant, mais il y a l'idée, au-delà de ça, une idée très, très, très belle que ce cinéma hollywoodien, qui pourtant à ce moment-là a 20 ans à peine, est comme une civilisation, c'est comme une civilisation, il en parle comme une civilisation disparue en fait, d'une certaine manière. Il y a un très beau texte écrit par quelqu'un qui est très important dans la culture américaine, qui est James Agee, où il disait que cette villa où habite la star du muet jouée par Gloria Swanson, il disait que c'est un monde aussi éloigné que celui des Incas. Voilà. Il y a vraiment cette idée d'une civilisation engloutie, alors même qu'on est en 50 et que le cinéma est parlant depuis à peine 20 ans. Si on suit la chronologie, il y a quelque chose de très important dans la vie de Wilder et dans son œuvre aussi sans doute, qui est son travail pour l'Office de la guerre psychologique des États-Unis, c'est ça l'Office OWY, Office of War Information en anglais. Ouais. L'Office of War Information, au moment donc de la victoire des Alliés en Europe contre le nazisme. Wilder se retrouve à Berlin à travailler pour cet office, au départ parce qu'il est un peu désœuvré aux États-Unis à cause de Lost Weekend, c'est ce qu'on apprend dans le livre. Oui, alors, c'est un aspect qui, comment dire, sur lequel en général, on assiste assez peu. Comme vous l'avez dit à l'instant, on est à printemps-été 45, plutôt printemps 45. Ce film qu'on a évoqué tout à l'heure, de Lost Weekend, Le Poison, donc ce film qui est adapté d'un roman, peu importe, et qui met en scène Ray Milland dans le rôle d'un écrivain alcoolique, et comme il le dit lui-même, plus alcoolique qu'écrivain, est un film qui est achevé à ce moment-là, juste au moment de la victoire des Alliés. Et le film pose problème parce que, et d'ailleurs c'est quelque chose d'assez récurrent dans la carrière de Wilder, lorsqu'il décide de tester le film, comme ça se fait aux États-Unis, ce qu'on appelle les previews, on sélectionne une espèce de public qu'on pense représentatif dans une petite ville loin d'Hollywood. On les fait marketing de l'Amérique profonde, quoi. Exactement, et on les fait remplir des petites fiches. Et bon, problème numéro 1, que Wilder rencontrera à nombreuses reprises, les gens rient. Certes, le film, comme toujours, parce que chez Wilder, il y a toujours de la comédie, mais ça n'est pas une comédie, donc difficulté qu'il rencontrera à d'autres reprises, de savoir à quel genre, les gens ne semblent pas savoir exactement à quel genre appartient le film. Ça inquiète. Il retrouvera le même problème avec Sunset Boulevard, où il avait prévu une scène d'ouverture qui lui semblait, disons, intéressante, et dramatiquement intéressante, mais qui faisait hurler de rire les gens. Or, comme la suite du film n'est pas dans cet esprit, il a été obligé de la couper. Donc, d'une part, les réactions du public mettent un peu le studio, provoquent une forme de perplexité. Une inquiétude commerciale. Et puis d'autre part, plus grave, je pense, le lobby des vendeurs d'alcool, craignant que ce film ne fasse beaucoup de mal à leur commerce. Leur idée, c'est d'acheter les droits étrangers du film, pour évidemment une somme assez importante. Et si le producteur, en échange, promet que le film ne sort pas, ça arrangera tout le monde. Donc on attend, on ne sait pas quoi faire. Voilà. Il se trouve que le film va devenir un grand succès, même un triomphe, je crois, qu'il va contribuer à la réputation de Wilder, mais enfin il y a un moment où il est, je pense que c'est quelqu'un qui devait être un peu suractif, donc il est dans un moment un peu inhabituel pour lui. Donc il est contacté par un officier de ce service en charge de la guerre psychologique qui, sachant qu'il a des origines
juive allemande, pour le dire rapidement, en tout cas allemande. Enfin, ses origines juives sont avérées, mais on sait que c'est parce qu'il sait que cet officier sait qu'il a des origines allemandes qu'il lui propose d'être nommé, je crois, lieutenant ou même colonel au sein de ce bureau, voilà, pour se rendre à Berlin et contribuer à la dénazification de l'Allemagne, là où il peut y contribuer, c'est-à-dire à travers la culture. Et moi, je considère que c'est un épisode très important de sa vie, de sa carrière, qui le conduit à superviser, puisque c'est l'expression qui est employée, à superviser le remontage d'un film sur la libération des camps. Film qui, au départ, dure 85 minutes, qui a été monté avec des images qui venaient d'être tournées, notamment par George Stevens, ces images qu'on connaît bien. Des camps d'extermination. Des camps d'extermination et de leur libération et de la découverte, si je puis dire, de la découverte de ce qui s'y passait par les troupes alliées. Ce film s'appelle Death Mills, les moulins de la mort. Todesmühlen en allemand. Un film existe qui fait 85 minutes. On demande à Wilder de le réduire, de superviser un remontage qui le réduira à moins d'une demi-heure afin que son exploitation auprès des populations allemandes, à des fins évidentes d'édification, de pédagogie, de dénazification, de prise de conscience par la population de ce qu'a été le nazisme. Absolument. De l'inhumanité. Afin que ces exploitations soient plus faciles. En Allemagne dans un premier temps, aux États-Unis dans un deuxième temps. Bon. Il est très difficile de savoir dans quelle mesure exactement Wilder a mis la main à la pâte. Est-ce que c'est lui qui a écrit, qui a signé le texte de la voix off? On sait qu'il l'a demandé à quelqu'un de le faire, mais il n'est pas impossible qu'il y ait participé aussi. Moi, voyant ce film, je ne peux m'empêcher, en tout cas, je trouve qu'il y a profit, pour dire les choses comme je les vois, à le relier au reste de l'œuvre, au moins de deux manières. D'une manière d'abord historiquement documentée, qui est que Wilder supervise ce remontage. C'est assez rapide, tout ça se passe grosso modo pendant l'été 45. Le film ensuite est montré aux populations allemandes. Bon, Wilder a des anecdotes très drôles et réelles sur le fait que d'une part la population allemande pensait que c'était un film de fiction, donc que c'était faux. Je précise que ce sont des images absolument atroces, ce sont des images insoutenables. Les pires qu'on puisse voir, des morts vivants et des monceaux de morts de l'assassinat de masse nazi au moment où on le découvre. Oui, le film, qui est bref, puisque c'était la commande, c'est une sorte de visite guidée à travers les différents camps d'extermination. D'abord sous les yeux des troupes alliées, des officiels alliés, et pour certains pas simplement des troupes, mais des archevêques, etc. Voilà, de découverte des horreurs des camps. Bon. Le film, on oblige la population à aller voir. Alors ça, c'est le deuxième temps, qui est sans doute le plus important. C'est pas simplement la découverte des camps pour les Américains et les troupes alliées, mais la découverte, cette fois-ci, entre guillemets, des camps d'extermination par la population. Voilà. Donc, il y a peut-être plusieurs remarques à faire. D'une part, lorsque ce film est montré à la population allemande, les gens n'y croient pas, et c'était des projections test, là aussi. En tout cas, on voulait recueillir leur avis, et Wilder aimait raconter que les gens, au lieu de remplir les fiches qu'on leur donnait volaient les crayons et ne remplissaient pas les fiches. Parce que c'était l'époque de pénurie. Et que pour les convaincre de remplir les fiches, il fallait leur dire qu'ils n'obtiendraient leur carte de rationnement qu'après avoir rempli les fiches. Bon, première remarque. Deuxième remarque, cette expérience, pour Wilder en tout cas, lui ne la juge pas convaincante. Une fois qu'il rentre aux États-Unis, il rédige un mémo qu'il adresse à l'OWI, Office of War Information. Il considère que si effectivement on pense que le cinéma peut œuvrer, comme vous le disiez, à éveiller les consciences, il considère que le documentaire n'est pas le moyen adéquat. Il pense qu'une fiction y pourvoirait mieux et que serait plus efficace, à condition que cette fiction, dit-il, sache intelligemment mêler le divertissement et ce qu'il appelle en anglais to sell some ideological item, c'est-à-dire une sorte de promotion idéologique. Il n'y a pas d'autre mot. Un produit idéologique, voilà. Dit-il. Et il termine en disant I want to do this film. Il dit ce film n'existe pas et je veux le faire. Ce film va devenir La Scandaleuse de Berlin, Foreign Affair, avec Marlène Dietrich notamment et John Lund, qui a été tourné à Berlin, dans Berlin en ruine. Alors, et on voit des images de Berlin en ruine. Absolument, le film s'ouvre par là, et le film est peut-être pas tout, il y a des scènes en studio, mais enfin, se déroule dans Berlin absolument en ruine. Il s'ouvre en effet par un survol de la ville, puisque c'est une commission américaine qui arrive en avion, elle vient enquêter sur le moral des troupes alliées.
Congressman, we're now flying over the heart of Berlin. Berlin! Over 75,000 tons of explosives were dropped here. Bon, tout ça est très important, pour, bien sûr, au regard de l'histoire, mais encore plus, si je puis dire, pour Wilder, personnellement, d'une part, parce qu'il a connu le Berlin des années 20, dont il a gardé un souvenir impérissable, comme la ville, la capitale de l'Europe, comme il est dit dans La Scandaleuse de Berlin, et comme il est dit au premier degré. Et puis lorsqu'il arrive à Berlin, en 1945, il a confirmation de ce que sa belle-mère et sa grand-mère sont morts dans les, je vais dire dans les camps, parce qu'à l'époque, ils pensent que c'est Auschwitz, et depuis, des recherches tendent à prouver que peut-être c'est pas, l'une et l'autre ne seraient pas mortes au même endroit. Enfin, en tout cas, il apprend quelque chose qui est tout pour lui, évidemment... Elles ont été emportées dans le cataclysme. Voilà. Et j'en reviens à Death Mills, parce que, évidemment, ce qui est intéressant dans le film, et c'est ce que vous commenciez à dire, c'est qu'il y a un déplacement qui se fait, et qui pour moi est très très important, et qui moi m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur Wilder. Ce qui est important dans ce film, comme dans les films suivants, ça peut avoir l'air d'une évidence, je ne pense pas que ça en soit une, il ne s'agit pas pour Wilder de dénoncer les horreurs du nazisme. Il s'agit de se poser la question de ce qui va se passer maintenant. Alors on pourrait penser que c'est la même chose. Ce qui l'intéresse, c'est l'attitude de ses contemporains. Voilà. C'est pas de dire, en gros, bien sûr, plus jamais ça. Mais donc cette attitude, elle est double, si je puis dire. Il y a la population allemande, dont le film, on peut dire, se moque, parce que ce film aussi a des éléments d'ironie. C'est vraiment pas une comédie, à l'évidence, mais ce film ironise, en voix off, sur le fait que les populations allemandes ne savaient rien. Et il dit les artisans recevaient des tonnes recevaient des engrais, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Alors c'était les corps, c'était les restes des populations exterminées, des Juifs exterminés. Absolument. Et il y a une phrase sur laquelle je m'appuie à plusieurs reprises, et je suis désolé parce qu'elle ne me revient pas in extenso. La voix off dit: aucun cauchemar ne hante, je crois qu'il dit, aucun cauchemar hante les nuits de ceux qui vivaient à côté des camps. On a day in April 1945, the townspeople of Gardelegen, Germany, carried 1,100 crosses to a local barn. The crosses were for 1,100 fresh graves, the victims of Gardelegen. But these 1,100 were a small fraction of the 20 million men, women, and children murdered by the Nazis. 20 million human beings, equal to the population of 22 American states. 20 million corpses, the product of 300 concentration camps all over Germany and in occupied territories. En fait, il y a l'idée que ces gens... il ne dit pas qu'ils savaient et qu'ils prétendaient l'inverse, mais enfin, il se contente disons, d'indiquer une sorte d'une aberration. Voilà. Donc il y a cet aspect. Et évidemment, le film ironise aussi, puisque d'un village voisin d'un camp, de camp d'extermination, la population est forcée, enfin est emmenée en promenade. Le film décrit ça d'abord comme un pique-nique. On voit les Allemands qui sont contraints, ravis de se balader, d'aller visiter le camp. Et on les voit partir guilleret. Et lorsqu'ils découvrent... on en sourit, mais évidemment, il n'y a pas matière. Bien que le film ironise, il n'y a évidemment pas matière en soi. Lorsqu'ils découvrent les horreurs, ils rentrent chez eux, évidemment, accablés. En fait, le trajet du film, c'est celui-là aussi, parce qu'il s'ouvre et se ferme par un même plan, qui est un plan d'une procession d'hommes qui portent des croix. Donc au début, on pense forcément que ce sont des victimes, puisque c'est une image de pénitence. Enfin, que ce sont des victimes. Enfin, en tout cas, on ne sait pas exactement quels sont les porteurs de ces croix. Et à la fin, on apprend, et ça joue comme une surprise, que les porteurs de ces croix, ce sont les villageois d'une ville, les habitants de Gardelegen, une ville où 1100 prisonniers ont été tués, ont été brûlés vifs dans une grange, et que ces hommes, on les a contraints
à porter les croix, à aller déposer les croix dans ce cimetière. At Weimar, all citizens were ordered to visit the concentration camp. They were called from their homes, assembled in the streets, and marched off. They started the trip as though they were going on a picnic. After all, it was only a short walk from any German city to the nearest concentration camp. But there was no picnic behind the barbed wire. Death was the only one who had feasted here. Each and every one had been murdered on orders of the Nazi High Command. But these Germans, the ones who said they didn't know, were responsible too. They had put themselves gladly into the hands of criminals and lunatics. They tell you now they meant no evil, that they knew nothing of what was going on, or could do nothing even if they knew. The farmers received tons of human ash as fertilizer, but apparently never suspected it came from human beings. The manufacturers received tons of human hair, but apparently never dreamed it came from the heads of murdered women. No nightmares ever haunted those who lived near concentration camps. The cries and moans of the tortured were no doubt believed to be the wailing of the wind. Yesterday, while millions were dying in concentration camps, Germans jammed Nuremberg to cheer the Nazi Party and sing hymns of hate. Today, these Germans who cheered the destruction of humanity in their own land, who cheered the attack on helpless neighbors, who cheered the enslavement of Europe, plead for your sympathy. They are the same Germans who once hailed Hitler. Remember, if they bear heavy crosses now, they are the crosses of the millions crucified in Nazi death mills. Il y a deux aspects. Il y a l'attitude. La voix off, là aussi, ironise un peu l'attitude, on va dire au mieux complaisante, au pire complice des gens qui habitaient à peu de distance d'un camp d'extermination. Des Allemands en général, parce que le film il le dit directement. Oui, et des Allemands, il pose le problème de la Allemands en culpabilité général. générale des Allemands. Il pose le problème de la culpabilité, mais surtout, à mon sens, il pose le problème il se dit, ce que dit le film qui me semble assez fort, c'est que de toute façon, on pourrait le dire d'une formule un peu maladroite, de toute façon l'avenir leur appartient à eux, puisque ce sont eux qui sont encore en vie. Donc de toute façon, c'est ce que le film dit, il me semble très fort, c'est que nous le voulions ou non, leur problème c'est le nôtre. Sans occulter bien sûr la mémoire des millions qui sont morts, mais leur problème, c'est le nôtre. Et cette posture face à l'histoire, c'est quelque chose dont le livre, je trouve, montre très bien qu'elle est plus générale à travers ensuite toute l'œuvre de fiction, même de Wilder. Ce qui a été assimilé de sa part à du cynisme, éventuellement, parfois, ou une forme de posture terre-à-terre, disons. Oui, terre-à-terre, c'est-à-dire ça nous permettra peut-être c'est le titre, gravité. Oui, ouais. Alors, je sais, moi, on n'aurait pu commencer. Moi, évidemment, je ne suis pas historien, je suis même pas, et je le dis sans fausse modestie, je ne suis pas non plus historien du cinéma. C'est vrai que c'est peut-être ce qui m'a, au fond, convaincu de faire ce livre, c'est d'essayer quand même de faire un peu d'histoire. Bon. Et une chose qui m'est venue en écrivant, c'est que je me suis aperçu qu'au fond, comme chez tout le monde, il y a des contradictions, et qu'au fond, la contradiction de Wilder sur laquelle j'ai envie de travailler, c'est que d'un côté,
son rapport à l'histoire du XXe siècle est indubitable, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan artistique, que sur le plan politique. C'est-à-dire, comme on le disait en commençant, à la fois sa vie, le fait qu'il a traversé l'histoire de Hollywood et les thèmes qu'il traite. Voilà, bon. Mais d'un autre côté, et ça va avec l'aspect terre-à-terre, c'est un cinéaste, je crois, pour qui il n'y a que du présent. Voilà. Donc ça me permet, au passage, à mon tour d'ironiser un tout petit peu. C'est pas simplement de l'ironie, mais parce que je crois qu'on est dans un moment où on parle sans cesse de traces, de réminiscences, de survivance, d'anthologie, avec un H. Bon. Si c'est chez Derrida, c'est formidable. Chez d'autres, c'est un peu plus, je trouve, une facilité. Or, voilà quelqu'un que l'histoire intéresse, mais il n'est pas du tout dans ce registre-là. Justement, il n'est que dans le présent. Mais dans le présent, il y a du passé. Et il y en a même beaucoup dans ces films, du passé. Et je trouve que le livre montre vraiment très bien que ce passé, il est vraiment pris dans une vision du présent, qu'il intègre et qui est très spécifique. Et qui est une vision de l'histoire d'une certaine façon. Absolument. Puisque, une certaine façon d'être dans le présent, chez Wilder, implique une forme de vision de l'histoire qui est une vision... est-ce qu'elle est goguenarde? Est-ce qu'elle est ironique? Est-ce qu'elle est cynique? On lit à la fin du livre à propos de Sefton, le héros de Stalag 17, qui est un personnage ambigu, justement, dans des circonstances tragiques. Il est prisonnier, donc il y a des tentatives d'évasion, ceux qui s'enfuient meurent. Lui avait parié sur le fait qu'il mourrait, et il gagne, ce qui lui vaut évidemment l'antipathie de ses camarades de chambrée. Et on lit dans le livre, personne ne sait dans quelle mesure il est sérieux, dans quelle mesure il plaisante. Et c'est là une part de son secret. On a un peu l'impression que c'est le rapport de Wilder au présent et à l'histoire et à la lourdeur des déterminations historiques dans son œuvre. Alors ce personnage, J.J. Sefton, qui est un des rôles interprétés par William Holden chez Wilder, William Holden, qui est l'acteur de Sunset Boulevard, qui est aussi l'acteur de La Horte sauvage de Peckinpah, des grands acteurs hollywoodiens. Le rôle de Stalag 17 lui vaudra l'Oscar du meilleur acteur. Est un personnage qui a pris beaucoup d'importance pour moi au fil de l'écriture du livre, et au point que j'ai décidé de finir plus ou moins avec lui. Aussi parce qu'en écrivant le livre, je me suis mis à relire un article de Truffaut sur le film, qui est éblouissant, qui est un article peu connu, pas repris en volume. Il faut savoir que Truffaut, ce que moi j'ignorais parce que je ne suis pas cinéphile, est non seulement un très grand réalisateur, mais au départ un critique. Alors, c'est un critique au Cahier du cinéma. C'est un critique au Cahier du cinéma, en effet. Critique très précoce, mais immense critique, vraiment. Pour moi, ce qu'il écrit là, j'ai eu l'impression parfois que tout le livre était dans c'est un article très bref, hein. Bon, on va peut-être pas s'attarder là-dessus, mais c'est un article assez problématique, parce qu'on voit bien qu'il a une fascination pour ce personnage, une fascination, on peut le dire, droitière, disons, parce que c'est un personnage extrêmement douteux. Mais, en effet, ce qui est une chose qu'on trouve dans Stalag 17, qui est la phrase que vous avez lue, c'est on ne sait pas, en effet, si ce personnage qui a l'air d'être un profiteur de guerre, vraiment le type qui fait du marché noir, on ne sait pas si il garde pour lui-même sa vérité, c'est-à-dire que ce serait vraiment quelqu'un qui a une conscience irréprochable, mais qui décide simplement de ne pas en faire étalage, ou on ne sait pas si c'est simplement un salaud. Voilà. Et je pense que cette incertitude, elle intéresse énormément Wilder. Moi, elle m'a intéressé aussi, pour une autre raison, c'est que le livre commence là-dessus. Wilder, il a l'image d'un cynique. Et moi, le problème que ça me pose aussi, c'est pas simplement que cynique est quand même un mot extrêmement vague. On sait qu'il y a des cyniques en philosophie, mais on l'emploie aussi. Disons que c'est un mot qui a 1000 significations selon les provenances et les usages. Bon, ça, déjà, moi, ça me semblait un peu problématique. Et puis, pour ceux qui travaillent sur le cinéma le savent, il y a un travers, il me semble. En général, la première chose que fait quelqu'un, surtout en France, lorsqu'il écrit sur le cinéma, c'est de tenir absolument à qualifier affectivement, parce que c'est plus une qualification, affectivo-moralement, pourrait-on dire, ce que fait un cinéaste. Alors on a les cinéastes mélancoliques, on a les cinéastes graves, on a les cinéastes optimistes, on a les cinéastes pessimistes, on a les cinéastes roses. Moi, je suis venu à considérer qu'au fond, c'est la pire des questions. C'est-à-dire qu'une œuvre n'est pas intéressante parce que elle serait, désespérée ou au contraire remplie d'espoir. Moi, ça me parle pas du tout. C'est aussi pour ça que ça m'intéressait avec Wilder, parce que chez Wilder, cette dimension est a priori très présente. Il y a un côté chez lui tout se pourrit. Voilà. Oui. Mais par rapport à ça, on a deux attitudes. Il y a l'attitude, je dirais, de la cinéphilie française qui consisterait à dire « Oui, mais attention, on n'a pas compris, il y a un sens caché qu'il faudrait aller débusquer. » Moi, c'est pas du tout la mienne. Il y a l'attitude que j'essaie d'avoir, c'est de dire « Ok, essayons comment dire... Certes, voici à quoi ressemble la surface de son œuvre. N'essayons pas de dire « Oui, ça n'est que la surface, parce que le cinéma, c'est du divertissement, donc on sait bien que tout ce qui apparaît à la surface n'est pas intéressant, c'est le vernis hollywoodien, et donc allons débusquer ce qui est caché. » Moi, je ne fais pas ça, je dis
Ok, c'est cette surface, mais peut-être qu'il faut, tout simplement, on ne l'a pas vue. Voilà. C'est en fait, je sais, sans originalité. Il faut la prendre telle qu'elle, cette surface. Voilà, il faut la prendre telle qu'elle, mais c'est peut-être. Et c'est de voir ce qu'elle engage. C'est peut-être elle-même qui demande à être mieux vue. Ouais. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que parfois le livre peut avoir peut-être prendre une dimension presque de manifeste au-delà de son objet. De ce point de vue-là, comme c'est un cinéaste qui ne s'intéresse qu'au présent, comme c'est un cinéaste brutal, c'est vraiment un cas exemplaire de quelqu'un qui vraiment nous balance les choses à la figure. Et prendre par exemple le personnage, la question qu'il faut, à mon avis, il faut se poser par rapport à Stalag 17, donc le personnage de J.J. Sefton dont on parlait, est-il un profiteur de guerre ou est-il un résistant, est-il undercover finalement? C'est pas de se poser la question de savoir si le personnage est positif et négatif, ou si Wilder le défend ou le défend pas. D'ailleurs, il refuse qu'on lui demande, et ce qu'avait fait l'auteur du livre dont il tire le film, de ménager un moment où le personnage clairement prend position contre le nazisme. Oui, c'est évidemment une anecdote, si je puis dire, incroyable. C'est-à-dire que William Holden, qui faisait un des rôles de dur et qu'on suppose qu'il devait l'être aussi, et qui avait déjà travaillé à ce moment-là rien qu'une fois avec Wilder, mais c'est quand même Sunset Boulevard, donc il peut avoir confiance en lui, aurait aimé que son personnage, à un moment, ait une parole anti-allemande nette pour être dédouané. Et évidemment, Wilder lui a dit non. Et l'auteur du livre dont est tiré le film était furieux. Les deux auteurs de la pièce étaient furieux parce Wilder a encore accentué la question de ce personnage. C'est la question de ce qu'il, si je puis dire les choses un peu, parce que c'est aussi une facilité, de ce qu'il fait au spectateur. C'est pas la question de savoir si on doit l'aimer ou pas. C'est comment il nous pose un problème. Voilà. Il ne dénonce pas. Wilder n'est pas quelqu'un qui dénonce. Ou alors il dénonce. Non, il dénonce pas. Il montre. Et c'est vrai que ce personnage il montre brutalement et assez lourdement. Oui. Mais de manière ambiguë quand même. Ce qui se passe au début, qui frappe parce que c'est le début du film et parce que c'est frappant et que vous avez évoqué, c'est que deux prisonniers sont sur le point de s'évader et que ce Sefton parie 2 paquets de cigarettes qu'ils n'iront pas au-delà ils n'iront même pas jusqu'à la forêt, qu'ils seront morts avant. C'est déjà un peu étrange. Et il gagne. Il empoche les 2 paquets de cigarettes. Alors qu'il partage leurs conditions. Il est lui aussi prisonnier. Alors qu'il est prisonnier. Et évidemment... Ça ne le rend pas très populaire. 1, tout le monde le déteste encore plus. 2, le spectateur, et moi y compris quand je découvre le film, se dit, ce type, c'est quand même un peu bizarre. Mais ce qu'on comprend, c'est que la question, encore une fois, c'est pas de savoir qui il est, lui. C'est que ce pari... Et par ailleurs, la figure du pari est très importante chez Wilder, elle revient dans quasiment tous ses films. Le pari servait à montrer une chose, c'est que cette évasion était mal préparée. Alors on pourrait le dire comme ça, en gros, parce qu'on pourrait le dire comme ça, le message en l'occurrence, ce serait de dire, c'est bien gentil de vouloir faire les aventuriers, et de vouloir échapper aux Allemands et d'en dire pique-pendre, mais si c'est pour mal préparer les choses et que les 2 personnes qui s'évadent soient morts au bout de 50 mètres, c'est pas très intéressant, c'est se payer, c'est s'acheter une conscience, au fond, à un prix trop élevé. Et le prix des choses est pour moi quelque chose de très important chez Wilder. Alors il y a une scène absolument et extraordinaire qui est très bien commentée, je trouve, dans le livre, dans Witness for the Prosecution, où est mise en scène justement cette question de savoir combien coûtent les choses. C'est la scène de la rencontre, donc sous forme de flashback, entre Leonard Vole, qui est accusé de meurtre, et son épouse Marlène Dietrich, qu'il a rencontré alors que lui-même était un militaire américain, à Berlin. On retourne à Berlin, alors que c'est un film qui se passe à Londres, en Angleterre. Et c'était tout à fait à l'image d'ailleurs de l'intrusion comme ça dans beaucoup de films de l'Allemagne ou d'autres éléments historiques généraux. Et on les voit lors de leur première rencontre, finalement, marivauder, se faire une sorte de cour nuptiale sur le mode du marchandage. Where's the coffee? Coffee, jawohl. The finest Brazilian blend. The same brand that Field Marshal Montgomery drinks. Is that a fair rate of exchange? Very fair. Would you be interested in having the whole tin? I would. How are you fixed for sugar? I could use some. Milk? Sure. Milk? Sugar?
It's a pleasure to do business with you. Yeah. I also carry biscuits, powdered eggs, bacon, marmalade. I don't know if I can afford it. Don't worry. We'll work out something like an installment plan. I may never go home anymore. Donc il s'agit de l'acteur Tyrone Power qui est accusé de meurtre. Bon, le film est extrêmement complexe, c'est une sorte de machination dans une machination adaptée d'Agatha Christie. Et c'est donc le flashback où il rencontre Marlène Dietrich dans un rôle très proche, puisque c'est un rôle de chanteuse qu'elle était, comme tout le monde sait, mais aussi très proche de celui qu'elle interprétait petite dizaine d'années plus tôt dans un film qu'on a déjà évoqué, qui est La Scandaleuse de Berlin. Et apparaît dans cette scène je ne sais pas comment il faut l'appeler, peut-être une structure, en tout cas un type de circulation, en l'occurrence monétaire mais pas simplement, qui est très importante je crois chez Wilder et qui, je pense, résume pour lui à la fois quelque chose des rapports humains en général et à l'évidence de l'économie qui est le marché noir. Donc ce type, qui est un soldat américain, progresse dans sa tentative de séduction auprès de Marlène Dietrich parce qu'il a des trucs qu'il a acquis au marché noir, ou en tout cas dont il va faire commerce comme au marché noir, parce qu'il va échanger un baiser contre un peu de café, un deuxième baiser contre un peu de sucre et un troisième baiser contre du lait. Bon. Il y a d'ailleurs une chanson qui est dans La Scandaleuse de Berlin et qui s'appelle Black Market et qui décrit ce monde dans lequel les baisers s'échangent dans lequel disons, les sentiments s'échangent contre des denrées auxquelles on a ordinairement assez peu accès. Bon. Il y a plusieurs choses à dire. D'une part, ce que tout le monde sait, enfin, les gens qui connaissent Wilder, il est très connu, c'est qu'il peint un monde dans lequel tout n'est que trafic, hein, mais des trafics toujours... c'est-à-dire plus des trafics que véritablement, disons, de l'économie, au sens où il s'agit toujours chez lui... il aimait résumer ses films en disant que tous ses films racontaient l'histoire d'un homme qui paye un certain prix pour acquérir une position plus favorable que celle qu'il a et qui finit par se rendre compte que le prix acquitté était trop élevé. La garçonnière, c'est un type qui accepte de prêter son appartement à certains de ses supérieurs pour leurs 5 à 7 en pensant au point, d'une certaine manière, lui, de ne plus pouvoir habiter chez lui, en espérant qu'un jour, ils lui renverront l'ascenseur, on peut le dire comme ça, parce que c'est aussi une histoire d'ascenseur. Bon. Et là, le fin mot de ce film, « Shut up and deal oui. », deal, c'est-à-dire cope with it en anglais, débrouille-toi avec ce qui se passe, oui, oui. Au lieu de faire des grandes théories ou de déplorer ou de dénoncer, fais avec. Are you all right? I'm fine. Are you sure? How's your knee? I'm fine all over. Mind if I come in? Of course not. Let me get another glass. Where are you going? Well, who knows? Another neighborhood, another town, another job. I'm on my own. That's funny, so am I. What'd you do with the cards? In there. What about Mr. Sheldrake? I'm gonna send him a fruit cake every Christmas. Cut. I love you, Miss Kubelik. 3. Queen. Did you hear what I said, Miss Kubelik? I absolutely adore you. Shut up and deal. C'est une réplique finale qui est presque aussi fameuse, moins fameuse, mais qui est presque aussi fameuse que celle du film immédiatement précédent chez Wilder, qui est Certain M. Shaw.
qui se finit comme tout le monde sait par personne n'est parfait. Et là, c'est shut up and deal, puisque Jack Lemmon finit par avouer son amour à Shirley MacLaine alors qu'ils sont en train de jouer aux cartes. Et il lui dit je vous aime passionnément, enfin je suis absolument fou de vous. Et elle, au lieu de lui répondre moi aussi, elle lui dit shut up and deal, c'est-à-dire tais-toi et distribue les cartes. Et elle lui dit ni oui ni non, c'est ça qui est Elle lui dit ni oui ni non, elle lui dit shut up and Très deal, qui veut à la fois dire distribuer les cartes et dire ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire fais pas de théorie. Alors, il est vrai qu'il y a chez Wilder une sorte de... Aujourd'hui, je ne sais pas si on appellerait ça une sorte de pragmatisme qui peut paraître un peu comme ça, un peu revenu de tout. C'est-à-dire, effectivement, lâchons les grandes théories, lâchons les grands principes et le réel se rappelle à nous. Mais d'une certaine façon, si je puis dire les choses comme ça, le propos d'un film, moi, m'intéresse toujours moins que la manière dont il est mis en œuvre. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr de me sentir une sympathie politique énorme pour ce genre de choses, dont on voit bien qu'elle pourrait mener facilement à des compromissions. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est... Par exemple, lui, voilà, ça en fait, ce qu'on disait, un cinéaste qui n'a de rapport qu'au présent, un cinéaste qui n'a de rapport qu'à la pesanteur, qui n'a de rapport qu'au matériel, un cinéaste qui a un rapport très fort au matériel. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ce n'est pas un présentisme, comme on le dit aujourd'hui, pour caractériser une situation dans laquelle les gens ignore en réalité les déterminations et la présence du passé dans le présent. C'est quelqu'un qui est dans le présent, mais qui met en scène très fréquemment la lourdeur du passé et ses déterminations. Et si on revient finalement sur les deux aspects de l'œuvre de Wilder dans son rapport à l'histoire qui organise une bonne partie du livre, à savoir d'une part l'Allemagne, le passé allemand et le présent du passé allemand dans un certain nombre de films, et puis d'autre part, le passé des États-Unis. Il y a deux matières historiques qui sont prégnantes dans le présent de Wilder et dont il traite d'une certaine façon, en tout cas, qui apparaissent. Et peut-être qu'on pourrait revenir, pour ce qui est de la phase allemande, à cette scène incroyable du film 1, 2, 3, qui est, je trouve, très bien commenté dans le livre. Un film qui se passe à Berlin, encore une fois, et qui montre de manière extrêmement ironique et lourde en même temps, et ambiguë et fine, peut-être, justement, la présence, est-ce que c'est du nazisme, je ne sais pas, mais en tout cas de ce passé qui n'est pas passé, d'une certaine façon, vu par un Américain. Alors scène, moi, je crois savoir la scène à laquelle vous faites référence. Bon, au début du film. Au début du film. Et ensuite, c'est un gag récurrent, mais enfin, c'est effectivement la première occurrence qui est la plus importante. C'est un film qui est de 61, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui met en scène James Cagney dans le rôle d'un cadre supérieur de Coca-Cola en poste à Berlin. Il voudrait conquérir les marchés de l'Est. Il voudrait conquérir les marchés de l'Est. On est en pleine guerre froide. Voilà, on est en pire de la guerre froide, c'est le moment où le mur de Berlin va être bientôt... Et il se trouve que le tournage a été rendu un peu plus compliqué par le fait que la construction du mur de Berlin a été concomitante du tournage. Enfin, ça a compliqué un peu les choses. On est juste après la crise des fusées avec Cuba aussi, qui est évoquée dans le film. Et qui était en effet évoquée dans le film, comme tout. Le monde est au bord de la guerre mondiale atomique, nucléaire. Et le film lui-même on peut dire que le film lui-même est au bord de la guerre, puisque c'est un film absolument en ébullition permanente. Bon. Ce cadre supérieur interprété par James Cagney, donc cet acteur au débit de mitraillette qu'on avait vu 30 ans plus tôt faisant des claquettes dans les films, donc c'est un acteur très physique. Lorsqu'il débarque le matin dans ses bureaux, lorsqu'il traverse ce qu'aujourd'hui on appellerait un open space, les employés assis dans les rangées de bureaux de son personnel se lève comme un seul homme et claque des talons sur son passage pour le saluer. De façon extrêmement martiale et militaire. De façon extrêmement martiale et militaire, et en écho, évidemment, à certaines périodes récentes de l'histoire allemande. Alors, brièvement nazi. Ouais. Voilà. Et lorsque le film débute, c'est un matin, il arrive dans ses bureaux, il se produit ça, et Cagney, donc qui s'appelle C.R. McNamara, dit à celui dont on va comprendre qu'il est un peu son homme à tout faire, son âme damnée, Schlemmer. Le chef du personnel. Le chef du personnel. Qui lui est allemand. Et qui lui est allemand, et qui lui-même d'ailleurs n'est pas un claquement de talons près. Il lui dit écoutez, moi c'est plus possible ce salut militaire, pour ne pas dire nazi quand j'arrive, il faut que ça cesse. Et Schlemmer dit bon ben je comprends bien, on va faire en sorte que ça cesse. On va faire en sorte que ça cesse. Je vais organiser les cours du soir. En gros, je vais les mettre en rééducation pour qu'ils arrêtent de se comporter comme ça. Donc, Cagney, dont on va comprendre qu'il n'est pas le plus grand des progressistes, quand même, lui-même voit que c'est une méthode un peu trop agressive, donc il fait la moue. Et à ce moment-là, Schlemmer lui explique, il dit mais le problème qu'on a, c'est que vous comprenez bien que sous Hitler, ces gens se comportaient comme ça.
il se levait comme un seul homme sur le passage de leur supérieur, parce que tel était, il n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui qu'on est dans un autre régime, un régime démocratique, moi je peux rien faire. Ils veulent le faire. Ils veulent le faire. Sitzen machen. Good morning, Mr. McNamara. Schlemmer, how many times have I told you I don't want those people standing at attention every time I come into the office? I know. I've given strict orders. Can't they get it through their Prussian heads? They're living in a democracy now. That is the trouble. In the old days, if I ordered them to sit, they would sit. Now, as a democracy, they do what they want. What they want is to stand. Next, any word yet from the mayor's office? Yes, sir. Negative. They absolutely will not permit us to install a Coke machine in the Reichstag. Sometimes I wonder who won the war. Next, did you pick up those airline tickets for my wife and children? Yes, sir. Positive. 3 seats on a 6 o'clock plane to Venice. They change in Frankfurt. That reminds me, call the Frankfurt plant and have them ship us another 100,000 bottles. People keep smuggling Cokes into the eastern sector and not returning the empties. Yes, sir. Next, I'm expecting the Russian Trade Commission at 10:30. When they get here, show them right in. Yes, sir. Next, Schlemmer, you're fired. Sir? Unless you stop clicking your heels around here. Yes, sir. Oh, I'm sorry. I keep forgetting myself. That old Gestapo training, huh? Please, Mr. McNamara, you must not say that. It is not true. Just between us, Schlemmer, what did you do during the war? I was in the Untergrund, the underground. Resistance fighter? No, motorman in the underground, you know, the subway. Of course, you're anti-Nazi and you never liked Adolf. Adolf who? You see, down where I was, I didn't know what was going on out there. Nobody ever told me anything. That'll be all, Schlemmer. Rausmachen! Alors, une scène comme celle-là, évidemment, elle est hyper efficace d'un point de vue comique, puisqu'ils se lèvent tous d'un seul homme, et Cagney, lui, s'immobilise et leur dit « Sitzen machen », asseyez-vous en allemand. Bon, c'est un running gag après, parce que tout au long du film, il n'arrive pas à les empêcher de faire ça. Absolument. Donc, elle est efficace d'un point de vue comique, et elle appelle, si je puis dire, comme souvent, deux lectures. Je pense en particulier à la dernière phrase de Schlemmer. Aujourd'hui, ils veulent faire ça. Parce que c'est la démocratie, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, il y a une lecture un peu tous pourris, c'est-à-dire, en gros, l'homme, quel que soit le régime dans lequel il vit, au fait, sera toujours un petit soldat. C'est-à-dire qu'au fond, il ne sait pas ce qu'il désire. Non, mais oui, mais je veux dire, ça renvoie vraiment à certaines images de Death Mills, donc ce film, où est mis en parallèle l'amoncellement des cadavres dans les camps et la surprise des Allemands qu'on emmène visiter ces camps, et les scènes de Nuremberg où on voit effectivement les masses allemandes, enfin des masses allemandes qui sont en transe et qui font le salut nazi de manière militaire lors des grandes assemblées nazies. Oui, et d'ailleurs effectivement la voix off souligne ce lien, puisque la voix off dit ceux qui aujourd'hui sont accablés, à juste titre, par la découverte des horreurs, sont les mêmes qui 12 ans plus tôt, à Nuremberg... Mais quand on voit cette scène de 1, 2, 3, il y a quand même le premier sous-texte qu'on a envie de lire, cynique, et en fait, ils ont fait ça parce qu'ils le voulaient. Enfin, c'est ce qui... En réalité, ils sont complètement engagés, et Schlemmer lui-même, on découvre, en fait, là encore de manière comique, alors qu'il prétend qu'il a travaillé dans le métro pendant toute la période du nazisme et qu'il ne savait pas trop ce qui se passait, on découvre à la fin qu'en fait, il était un dignitaire SS. Oui, qui faisait partie, semble-t-il, faisait partie de la SS. Mais, alors moi, c'est vrai que la scène, je la vois différemment. Je pense que soit on considère que, au fond, et c'est présent dans Wilder, au fond, et c'est présent particulièrement dans 1, 2, 3, toutes les idéologies se valent. C'est-à-dire que toutes les idéologies ne sont que des formes différentes de dressage. C'est-à-dire, on a beau être démocrate, et on a beau trouver que la démocratie, évidemment, est supérieure au régime nazi, on voit bien que les gens se comportent de la même manière. Parce que par ailleurs, le film met en scène la dictature communiste. Hein. Oui, alors il y a trois... Le film, en fait, est une sorte de... On pourrait presque décrire le film comme une sorte de ménage à trois, où, parce que je pense que la métaphore n'est pas trop mauvaise, avec d'un côté le capitalisme américain, Coca-Cola, James Cagney, d'un autre côté, évidemment, actualité oblige, le bloc de l'Est, qui en prend pour son grade, qui en prend aussi pour son grade, incarné par un jeune communiste particulièrement, disons, enragé, parce que c'est comme ça que le film le décrit, et d'un troisième côté, encore que ce ne soit pas tout à fait la même chose, puisque là, c'est pas vraiment quelque chose qui appartient à l'actualité, une présence, la présence du passé nazi, parce qu'il s'agit d'une présence du passé nazi. Et dans cette scène, moi, ce que je trouve particulièrement fort dans cette scène, en tout cas c'est la lecture que j'en propose, c'est qu'on pourrait penser
que Wilder ne croit pas au libre arbitre ou ne croit pas à un bon usage possible du libre arbitre, puisque de leur libre arbitre, ces gens en font usage aujourd'hui pour reconduire ce qui était leur servitude. Maintenant, on leur a offert, disons-le comme ça, la possibilité de se déterminer, mais ils se déterminent du mauvais côté, ils décident de répéter leur servitude, quoi. Mais moi, c'est vrai que j'ai voulu voir la scène différemment, en disant que ce que Wilder nous dit, c'est que le libre arbitre n'est pas quelque chose d'abstrait, n'est pas quelque chose qui naîtrait ex nihilo. Oui, ces gens font en effet usage de leur libre arbitre, et si leur libre arbitre les conduit à répéter ce geste d'obéissance et d'obéissance aveugle, ça n'est pas parce que ce sont fondamentalement des obéissants, des gens obéissants, mais c'est parce que, au registre des gestes qui sont à leur disposition, il y a d'abord celui-là. Et je me sentais d'autant plus poussé vers cette lecture qu'on peut comprendre que telle soit la vision des choses de la part de quelqu'un qui œuvre dans la comédie. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans la comédie est quelqu'un qui s'intéresse aux automatismes, aux gestes automatiques, aux gestes répétant ce qui existe déjà. Et je pense, et j'essaye de le montrer à travers d'autres exemples qu'on ne développera pas ici, alors même si je me méfie beaucoup des renversements de sens qui disent attention, ce qui est négatif est en fait positif, je pense que c'est une scène qu'on est autorisé, je ne dis pas que c'est l'intention de Wilder, et comme je le dis d'ailleurs en passant, il est possible que ce qui ait vraiment intéressé Wilder et son co-scénariste, c'était simplement le gag, de faire de cette répétition d'un geste qui, d'une époque à une autre, a une signification a priori différente. Mais cette lecture, l'idée que, en effet, puisque nous sommes en démocratie, qui nous autoriserait à leur interdire de se comporter ainsi ? Oui. C'est leur liberté, après tout. Que quelqu'un exprime sa liberté, nous n'avons pas le droit de déterminer a priori quel doit être son contenu. C'est ça que je trouve très fort. Évidemment, ce que je dis n'est pas formulé tel quel dans le film, mais il y a d'autres. Tout le film fonctionne de cette manière-là, il me semble. Oui. Et j'ai essayé, dans cette partie, avec un peu de réticence, parce qu'encore une fois, j'aime pas trop les renversements, de montrer comment est-ce que l'apparence du tous pourri waldérien, notamment dans 1-2-3, c'est dans 1-2-3 où il y a ce fameux échange où quelqu'un dit « mais est-ce que tout le monde est corrompu ?» Et la réponse de la personne c'est « Je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde », donc on voit bien le truc. J'ai essayé de montrer que dans les films eux-mêmes, si je puis dire, après évidemment c'est quand même de l'analyse, donc c'est quand même on décolle un peu des choses, il y a une vision de l'histoire et d'un processus qui est quand même assez important en histoire, il me semble, qu'il y a la répétition, qu'on peut ne pas cantonner à un tous pourri, rien ne change. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand on voit 1-2-3, le premier réflexe, c'est de se dire rien ne change. OK, on n'est plus sous le nazisme, en fait, c'est pareil. Et là-dessus, le film est extrêmement fort parce qu'on s'aperçoit que les voitures soviétiques est une copie d'anciennes voitures américaines. En fait, que les hôtels n'ont fait que changer de nom, mais c'est les mêmes hôtels, c'est le même service. Donc il y a un côté, évidemment, extrêmement désabusé, plus que désabusé, sur on pourrait dire la valse des idéologies. Mais je pense que le film ne se réduit pas à ça. Ça peut être aussi vu comme une logique d'immanence, finalement. Absolument, bien sûr. La force de l'immanence. Absolument. Et une prise de distance qui est seulement relative à l'égard de cette immanence. On ne sait jamais à quel degré on est à distance. Je pense, dans le même film 1-2-3, au tout début, le capitalisme, donc l'un des camps qui sont en présence à Berlin face au communisme, la voix off évoque, et c'est une mise en scène de ce capitalisme, là encore, dont on ne sait pas trop ce qu'il faut penser, elle évoque tous les bienfaits de ces Allemands de l'Ouest, elle évoque tous les bienfaits que le capitalisme apporte à ces Allemands de l'Ouest, puisque la Berlin-Ouest est en train d'être reconstruite à grande vitesse, notamment avec l'aide des Américains et de la firme Coca-Cola pour le développement, alors qu'en face, on pense seulement à parader. Le grand souci des Allemands de l'Est, c'est de faire de l'idéologie, de faire des défilés sous des pancartes de Staline. Et puis, la voix off continue en évoquant donc, les bienfaits du capitalisme et de ce mode de vie de l'Ouest, et tous ses apports, et la caméra passe devant une pancarte publicitaire où on voit une jeune femme dénudée dans une pose suggestive. The eastern sector, under communist domination, was still in rubble. But the people went about their daily business, parading. Internationale erkennt das Menschenrecht.
These constant provocations failed to provoke the West Berliners. They were too busy rebuilding. The western sector, under Allied protection, was peaceful, prosperous, and enjoyed all the blessings of democracy. Là encore, cette fois-ci, il s'agit d'un regard sur ce qui est censé être le camp de Wilder, le monde libre, pour lequel il a travaillé avec l'office de propagande. Mais dans quelle mesure est-ce que ce regard est corrosif? Dans quelle mesure est-ce qu'il est contestataire? Difficile à dire. Absolument. Il en rit. Absolument. Mais comment est-ce qu'il en rit? On peut juste dire qu'il en rit, finalement. Exactement, on peut juste dire qu'il en rit, et on peut dire aussi que, et ça va avec, il n'a jamais été... Alors, certains diraient qu'il en était incapable, enfin, le retiendraient contre lui, mais il n'a jamais... Comme Sefton, exactement, il n'a jamais... Comme le personnage de Comme le personnage de Sefton, joué par William Holden dans Stalag 17, il ne fait pas de film de telle manière qu'une fois que le film se termine, le spectateur soit assuré de sa position à lui et soit assuré que sa position soit la bonne. Et ça, moi, j'y suis extrêmement sensible. Aussi parce que j'y vois une réponse à, disons, un cinéma de moraliste ou un cinéma de bonne conscience. C'est pas un donneur de leçons. C'est pas un donneur de leçons, non. En effet, au point même où on pourrait considérer que pour lui, il n'y a pas de leçon du tout, donc il va peut-être un petit peu loin. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et qui commence, j'en parle parce que c'est en rapport avec ce que vous disiez sur le début de 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est un film qui achève quelque chose chez Wilder, parce qu'ensuite il ne tournera plus de films dans ce contexte, disons, allemand. C'est l'idée que pour les États-Unis, l'Allemagne, à peine la guerre terminée, l'Allemagne est considérée comme un marché à conquérir, à la fois économiquement et culturellement. Le Coca-Cola est une arme à la fois économique et culturelle. Et ça apparaît dès le film qu'il réalise quand il rentre d'Allemagne pour Death Mills, donc quand il rentre d'Allemagne plutôt après Death Mills, le film qu'il réalise La Scandaleuse de Berlin, où il s'intéresse à égalité, mais ensuite les choses vont un petit peu se déplacer, aux difficultés pour la population allemande de la reconstruction, en tout cas à cette époque-là, parce que la ville, Berlin, l'Allemagne est vraiment en ruine, et à l'attitude américaine, qui est une attitude quasiment d'annexion. Dans Stalag 17, une chose qui est tout à fait frappante dans Stalag 17, et qui peut au départ donner l'impression d'un film, comme souvent chez Wilder, un peu inconséquent, c'est que c'est un film dans lequel, certes, évidemment, il y a 2 prisonniers qui meurent au début, mais ce qu'on nous décrit comme conditions de détention, on ne parle pas évidemment de camp de concentration, encore moins de camp d'extermination, il s'agit d'un stalag. De prisonniers de guerre. Le film dépeint des conditions de détention à peu près acceptables. Tout à fait acceptables. Et le film s'attarde beaucoup moins sur les oppositions qui peuvent exister entre les geôliers allemands et les prisonniers américains que sur les oppositions au sein de ces prisonniers américains qui, en fait, ont reconstruit une espèce de petite Amérique dans leur baraquement où on écoute la TSF, on joue au volleyball, donc là encore, c'est l'immanence qui est au on cœur rêve du des propos, actrices hollywoodiennes et il y a un truc sur, je crois que le mot a été utilisé tout à l'heure en introduction, il y a un truc sur l'hégémonie américaine qui je trouve est très fort, surtout si on pense que Wilder est un cinéaste lui-même d'origine allemande. C'est-à-dire que ses films, il les fait vraiment du point de vue américain. Ça ne veut pas dire qu'il approuve le point de vue américain, mais la question qui se pose, c'est quoi l'attitude américaine par rapport à cette situation allemande? Et certes, bien sûr, il est très critique, c'est évident, enfin l'évident si je puis dire, à l'égard du régime nazi, et critique aussi à l'égard de ce qu'il en reste, même si ce n'est pas du reste, c'est une sorte de présence, comme vous disiez, du passé intact, mais il est tout aussi critique, sinon davantage, sur une certaine bonne conscience américaine, des gens qui arrivent en pensant que ce sont les sauveurs et qu'en gros, ils vont faire du business, quoi. Voilà. Et ce business-là l'intéresse particulièrement. Le business américain en Allemagne, et l'intéresse, entre autres choses, si je puis dire, à travers la culture, donc, même si c'est rarement le sujet des films, à travers le cinéma. C'est-à-dire que, voilà, le cadre supérieur interprété par James Cagney, grand représentant du cinéma hollywoodien, il est en terrain conquis. Voilà. Et ce que dit parfois Wilder, même si le film se termine évidemment par une victoire de l'idéologie américaine, bon, ok, c'est le happy end, mais aussi un peu grimaçant, c'est que
au détour d'une scène, il peut arriver à Wilder de dire, ben, entre les manigances des capitalistes américains et les outrages des communistes, et parfois même aussi, évidemment, il faut avoir 1000 précautions, cette présence, cette drôle de présence du nazisme, bon... c'est un peu match nul, quoi. C'est un peu match nul, exactement. Ouais. Alors, il faut le dire avec beaucoup de précautions, mais c'est un peu match nul. Ouais. Là encore, le film ne prend pas parti, en définitive. Non, évidemment, il suit son récit et le film s'achève par une sorte de grande réconciliation où quand même tout le monde est enrôlé dans Coca-Cola. Ça ne suffira pas à en faire un film, on va dire, pro-américain. C'est pas la question d'une certaine façon. Alors après, l'histoire allemande et la présence de l'histoire allemande, si on parle un petit peu quand même de la présence de l'histoire des États-Unis, peut-être dans la deuxième partie de la carrière de Wilder, surtout. C'est dans la même partie. Quoique, en fait, ça commence avec le gouffre aux chimères, qui est un peu inaugural, me semble-t-il, de ce point de vue-là, avec cette profanation de tombes au départ, donc, qui renvoie quand même en sous-texte, semble-t-il, le livre le suggère, aux conditions dans lesquelles se sont construites les États-Unis et les pays d'Amérique latine, c'est-à-dire par l'écrasement du passé indigène, une forme d'extermination aussi des civilisations indigènes. Il y a cette présence. Et puis deuxième élément, je signale aussi, qui est matière historique américaine, états-unienne dans le cinéma de Wilder, en particulier dans The Fortune Cookie, c'est la ségrégation. Oui. Deux aspects qui apparaissent dans son cinéma, mais là encore, qui ne sont pas l'objet de militantisme, de ce qu'on appelle un cinéma politique, ou de dénonciation, qui sont là, disons. Le livre a deux parties. Il y a une partie que j'ai appelée mouvement, au pluriel, et une partie que j'ai appelée politique, au pluriel aussi. Et évidemment, les deux parties se répondent, je crois, d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire que Wilder est un cinéaste obsédé par le mouvement. On l'a dit, rythme souvent effréné. Circulation. Et puis des personnages qui, comme James Cagney dans 1, 2, 3, il faut que ça aille vite. Voilà, le claquement de doigts caractéristique de son personnage à lui. Donc un cinéaste du mouvement, un cinéaste du présent, pour qui seul le présent existe. Est-ce que les deux sont liés? Sans doute. Et ensuite, quelle peut être la présence de l'histoire, avec un grand H, pour quelqu'un pour qui ces deux données sont... Voilà, donc c'est un peu paradoxal au départ. Parce qu'elle est là, l'histoire. Alors, justement, parce qu'elle est là. Parce que c'est pas... Effectivement, c'est pas une question que je sors de mon chapeau. L'histoire, elle est là. On en a un peu parlé, on en a parlé pour l'Allemagne. Et pour la partie, disons, vraiment américano-américaine, si je puis dire, encore que là aussi, c'est évidemment plus compliqué, puisque... J'ai commencé... La réflexion est venue du fait que j'ai noté certaines choses qui me surprenaient. D'abord, deux films de Wilder commencent de la même façon, par une sorte de rappel, manifestement humoristique, mais enfin, c'est quand même deux films, le rappel du passé amérindien des États-Unis, dans des films qui n'ont absolument rien à voir avec ça, puisque l'un est quand même 7 ans de réflexion, on ne voit pas tellement le rapport, et l'autre est Uniforme et Jupon court, son premier film réalisé aux États-Unis, qui n'a pas tellement non plus de rapport avec ça. Mais enfin, ça m'a mis la puce à l'oreille, d'une certaine façon. Et puis, ce film que vous évoquiez, Ace in the Hole, de Gouffre aux chimères, 1951, c'est un film extrêmement important pour Wilder. Un échec. Échec critique. Commercial. Et public total, enfin échec total, au point que le film suivant, Stalag 17, il sera entendu que une partie des recettes seront utilisées pour éponger les pertes du film précédent. Film très important parce que c'est la première fois que Wilder est son propre producteur. C'est le film où il arrête de travailler avec Charles Brackett, avec qui il a quand même écrit Assurance sur la mort et autres films dont Sunset Boulevard. Co-scénariste. Co-scénariste, et Brackett ne voulait pas écrire ce film dont il jugeait l'argument scabreux. L'argument est le suivant. Kirk Douglas joue le rôle d'un ancien... d'un journaliste vedette dont les frasques qui a été mis sur la touche à force de frasques, qui atterrit à Albuquerque, la ville de Walter White et maintenant de Saul Goodman, donc pour ceux qui connaissent. Et il découvre, il est là, en fait c'est une panne, ça commence par une panne de sa voiture, comme souvent dans les films de Wilder. Il se fait embaucher par le journal local et il attend le scoop, parce que lui c'est un arriviste, comme souvent les personnages principaux des films de Wilder. Il finit par trouver ce scoop en la personne d'un commerçant du coin qui se retrouve immobilisé sous une montagne des 7 vautours, qui est une montagne sous laquelle il s'est aventuré à la recherche de poterie indienne, ancienne poterie indienne évidemment ancienne, pour les revendre et se faire un peu d'argent. Tout ça, disons, pas en toute illégalité, mais enfin ça se fait pas quand même. Voilà. Le film m'intéresse de deux manières principalement. La première, c'est que c'est dans ce film que Wilder met en place
cette structure de la circulation qui, chez lui, à mon sens, est capitale, qui est il faut que quelque chose soit immobilisé, en l'occurrence ce commerçant qui est vraiment coincé sous les pierres, pour que le mouvement se mette en place, en l'occurrence Kirk Douglas qui vraiment va tout monter en épingle pour redevenir un journaliste vedette. Donc il va écrire article sur article, il va rameuter tout le monde. Bon, voilà. Donc pour ça, aller c'est le chercher, pour aller sauver et pour aller récupérer les poteries. Alors, pour aller le sauver, ou en tout cas, attendrir la population, parce qu'il donne l'apparence qu'il fait tout pour le sauver, alors qu'il a compris très vite qu'au fond, on pourrait le sauver très facilement, mais lui, il va utiliser un autre système, beaucoup plus spectaculaire, et qui, évidemment, fera beaucoup plus mousser l'affaire. Bon, voilà. Donc ça, c'est le truc classique chez Wilder. On part d'un incident qui n'est pas très grave, mais dont quelqu'un va exagérer la gravité à son propre profit. Voilà. Ça, c'est la structure qu'on retrouve dans The Fortune Cookie, qu'on retrouve peu ou prou dans Sunset Boulevard, qu'on retrouve de manière un peu plus complexe dans Irma la Douce, dans certains Name Show, et qui, pour moi, est d'une certaine manière sa signature. Voilà. Et puis, il y a un autre aspect. C'est un peu compliqué parce que, à la différence de la partie allemande où tout est vraiment très évident, il y a, là, on pourrait presque, alors vraiment, parler de hantise, c'est-à-dire, il y a ce thème indien qui est là. Ce commerçant qui est victime, qui est la victime de Kirk Douglas, puisque Kirk Douglas, quand même, bon, ça finira pas très bien. Voilà. Mais ce commerçant n'est pas simplement une victime, et il le sait d'ailleurs. Il est allé là pour dérober des poteries indiennes. Pour profaner le passé indien. Pour profaner le passé indien. Il le dit d'ailleurs, parce que c'est un brave type qui voulait se faire un peu d'argent, il le dit. Il dit, si j'ai été victime de cet éboulement, c'est parce que j'ai réveillé les esprits indiens, j'aurais pas dû, je suis puni. D'ailleurs, il pense être, je suis l'objet d'une malédiction, et c'est normal. Donc il y a comme un remords. Il y a comme un remords. Et le signifiant indien, si je puis dire, un remords historique, le signifiant amérindien est présent dans le film à travers ça, mais est présent aussi à d'autres endroits. Parce que dans les premiers plans, on voit passer des gens... en tenue traditionnelle, ça ne veut rien dire, mais enfin, le spectateur, si on revoit le film, on voit que... Voilà. Donc ça, c'est un aspect très important du film, en fait. Moi, je mets aussi en évidence cet aspect en faisant une sorte de détour, parce qu'il existe un remake de ce film, tardif, tourné par Costa Gavras, avec Dustin Hoffman et John Travolta. Même situation, et là, qui est plus explicite sur la question indienne. C'est du Costa Gavras. Oui, mais qui, moi, m'a permis aussi de rendre la chose plus visible. Et du coup, si on met en rapport ce qui se joue là dans Le Gouffre aux Chimères, et qui est l'idée que, au fond, la culpabilité, on pourrait dire qu'elle est à deux vitesses, ou à deux... Il y a la culpabilité, et encore le mot... voilà, on est dans le jugement, il faut faire attention. C'est celle de Kirk Douglas, qui est prêt à tuer un homme pour revenir sur la scène du journalisme national, mais il y a aussi le type, et d'abord, l'exploitation du folklore amérindien. Si on met en rapport ça avec le carton que j'évoquais, qui ouvre uniforme et jupon court, et qui évoque, d'ailleurs, légende apocryphe, et qui évoque l'achat par les colons de Manhattan à une tribu indienne, si on met en rapport avec l'espèce de petit film qui ouvre ces temps de réflexion, et si on le met encore en rapport avec ce motif de la profanation qui traverse toute l'œuvre, je pense c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que je fais, on dégage quelque chose comme une attention à certains enjeux historiques qui me semble assez... si je puis dire, m'a surpris moi-même de la part de Wilder. Parce qu'en fait, la question que je pose à travers ce livre et le titre Gravité, c'est celle du poids mort. C'est quoi le poids mort? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est autre chose? Et dans un film comme Le Gouffre aux Chimères et Ace in the Hole, la première chose, c'est de penser que le poids mort, c'est ce type qui est enfermé et qui ne bougera jamais. On ne le verra jamais debout, l'acteur Richard Benedict. Voilà. On pense que c'est lui qui leste ce mouvement pour que Kirk Douglas puisse faire sa ronde. Mais en fait... Non, le vrai poids mort, c'est cet héritage indien que je compare, par souci de clarification. C'est très intéressant de voir que Ace in the Hole, Gouffre aux Chimères, donc, suit Sunset Boulevard. Et au fond, une chose dont parle Sunset Boulevard, c'est comment est-ce qu'on passe de l'ère du muet à l'ère des médias, pour dire comme ça. Alors on pourrait dire, oui, que c'est la décadence, mais ce n'est pas la question. Et en fait, ce rapport du passage d'une ère à une autre est aussi... dans Le Gouffre aux Chimères. Et c'est vrai que chez Wilder, il y a une attention, je trouve, particulière, qui, moi, a retenu beaucoup mon intérêt à cette question indienne. Enfin, je sais que l'adjectif est un peu général. Ça me fait penser, en écoutant cette analyse du film, à l'idée que finalement, chez Wilder, les victimes ne sont jamais
complètement innocentes, ou alors c'est celles qui sont complètement hors champ, c'est les Indiens, enfin c'est la civilisation indienne, ou les crimes du nazisme qui sont pas hors champ dans Death Mills, mais c'est pas un film de fiction. Les victimes ne sont jamais complètement des victimes, et les bourreaux ne sont pas non plus complètement des bourreaux. Dans Le Gouffre Chimère, sur lequel on s'attarde parce que c'est, quoique ayant été un échec, c'est le film préféré de Wilder, et c'est son film le plus dur. Vraiment, c'est un film très dur, même aujourd'hui, ou des films sur les médias, on en a vu, hein, c'est un film très dur. Bon. Malgré cette dureté, parce que le personnage, et puis c'est intéressant, parce que Kirk Douglas était abonné à cette époque à ces rôles-là d'arriviste, et puis lui-même l'a raconté ensuite dans ses mémoires, il était comme ça, lui, personnellement aussi. C'est un type qui voulait vraiment, il y allait, quoi. Voilà. Kirk Douglas lui-même. Kirk Douglas lui-même, oui. Il y a cette dureté, mais en effet, et le personnage de Kirk Douglas est extrêmement chargé. En plus, il est animé aussi par quelque chose qui est assez présent chez Wilder, qui est une forme de haine de soi. Bon. Mais c'est vrai que ce qui est là où il est fort, c'est dans la description d'une situation. Cette situation à 3 étages, si je puis dire. La manipulation médiatique telle qu'elle est vraiment orchestrée, parce qu'il y a un élément musical très fort par le personnage de Kirk Douglas, Charles Tatum. La victime de cette manipulation, qui est ce commerçant, Richard Benedict, enfin Léo, il s'appelle Léo Minosa dans le film, qui ne peut pas bouger. Et puis il y a un troisième niveau, qui est au fond l'élément exploité intégralement, si on peut dire, c'est la part amérindienne de l'histoire américaine. C'est de ça dont il est question. Quelques mots sur la place qui est absolument latérale et connexe de la question de la ségrégation, la question des Noirs, dans le film où elle pourrait apparaître, où elle est là, en tout cas, en arrière-plan, en adjuvant à l'intrigue, à savoir The Fortune Cookie, puisque c'est un joueur de foot américain noir qui blesse accidentellement un journaliste qui est en train de filmer, Jack Lemmon, qui est en train de filmer un match, qui se retrouve instrumentalisé finalement par 2 escrocs, en tout cas par un escroc qui est le beau-frère de Jack Lemmon, la victime qui convainc Jack Lemmon de se faire passer pour handicapé de manière à arnaquer l'assurance. Ben, on retrouve ce que je décrivais dans Le Gouffre Chimère, un peu de choses près, c'est-à-dire un incident pas grave, un escroc qui s'en empare et qui exagère sa gravité pour se faire de l'argent, quoi. Enfin, oui, parce que Kirk Douglas, il voulait se faire de l'argent aussi, pour sa célébrité, quoi. Bon. En l'occurrence, c'est Walter Matthau et Jack Lemmon pour la première fois réunis. Ils font 10 films ensemble. Walter Matthau dans le rôle du beau-frère. Extraordinaire. Et Wilder l'appelait... Il est extraordinaire, en effet. Wilder l'appelait le beau-frère universel. Le beau-frère universel. 10 ans, 15 ans, en fait, séparent Le Gouffre Chimère de Fortune Cookie, la grande combine. 66... Les choses ont évolué, au moins dans le sens où Jack Lemmon, il est complice cette fois, alors que le commerçant de Gouffre Chimère n'était absolument pas complice. Il n'était que le jouet de Kirk Douglas. Bon. Mais on retrouve cette chose, il faut immobiliser quelqu'un, là on ne peut pas faire mieux. Fauteuil roulant, Minerve. Complice réticent, parce que il a quand même pas trop envie de faire cette arnaque. Il se laisse convaincre par son beau-frère. Alors lui, il se laisse convaincre pour une raison on pourrait dire pour la bonne cause, puisqu'il pense qu'il va regagner le cœur de son ex-femme, de sa femme. Laquelle est odieusement vénale. Mais il y a un regard d'un cynisme incroyable sur le couple et sur l'amour. Effectivement, là, sur une femme américaine. Je pense qu'il n'est pas excessif de parler de misogynie, parce que le personnage n'a absolument rien pour lui, et elle finit par être poussée d'un coup de pied à terre. Elle l'a quitté, mais elle revient quand elle apprend par le beau-frère qu'ils vont arnaquer l'assurance et qu'il va y avoir de l'argent. Et qu'il aura de l'argent, et que cet argent, elle pourra en tirer les 20 000 $, ou je ne sais plus, je crois que c'est 20 000 $ dont elle a besoin, comme elle veut devenir chanteuse, pour monter son premier numéro, quoi. Bon, bref, mais il y a aussi cette fatalité quand même. Elle est certes méchante, bourreau, un personnage négatif, mais elle explique bien aussi quelque chose qui est indéniable, à savoir qu'elle a beau avoir du talent, elle ne pourra le mettre en valeur que si elle a du capital. Oui, alors ça, le film le montre. Enfin, je veux dire, d'une manière. Il y a une nécessité chez elle aussi qui est en fait un personnage qui n'est pas intégralement haïssable. Alors, en effet, j'ai eu tort de ne pas l'évoquer. Elle a une qualité, semble-t-il, c'est qu'elle chante bien. Oui. Elle a un vrai talent, et ce talent ne peut pas être mis en valeur dans la société capitaliste si elle n'a pas de capital. Et le film est très clair là-dessus. Oui, absolument. On pourrait voir ça comme une critique, même si, comme d'habitude, il ne dénonce pas. C'est encore de l'immanence. C'est vrai. Qui l'excuse d'une certaine façon, ce personnage. Oui, d'une certaine façon, parce qu'elle est quand même particulièrement par ailleurs, elle est odieuse, oui. Elle est assez odieuse. Mais là aussi, il y a un troisième terme
comme dans Gouffre chimère, c'est un peu différent, mais c'est quand même assez proche, qui est ce personnage du joueur de football américain qui... Boom Boom Jackson. Boom Boom Jackson, qui bouscule Jack Lemmon, enfin qui dans son mouvement de match bouscule Jack Lemmon, qui Au cours d'une action de jeu. Au cours d'une action de jeu, voilà, et qui est en fait la véritable victime de l'affaire, puisque les deux autres sont quand même complices, même si Jack Lemmon est réticent par rapport à l'escroquerie en général, et réticent aussi par rapport à Boom Boom Jackson, qui lui n'est pas au courant. Voilà. Et il y a quelque chose d'étrange, pour moi d'irrésolu. Alors c'est un moment particulier aussi dans le livre, parce que tout est toujours chez Wilder extrêmement direct, donc on peut dire que tout est sans ambiguïté, non pas au sens moral ou politique, mais sans ambiguïté dans l'exécution. Là, il y a quelque chose pour moi d'un peu irrésolu, c'est que c'est un film que moi j'adore, je pense que c'est peut-être le film de lui que je préfère aujourd'hui. C'est un film d'une très très grande drôlerie, qui va encore une fois à 300 à l'heure, où Jack Lemmon et Walter Matthau se font assaut de répartie, surtout Walter Matthau, il faut absolument voir le film en version originale, et si possible les sous-titres anglais, parce qu'on perd énormément sinon. Et il y a ce personnage de Boom Boom, quand même surnommé Boom Boom, donc c'est un colosse, enfin c'est un petit baraquet, le football américain. Un noir américain. Et qui va être pris de remords, pris de culpabilité, et qui s'empresse d'aider celui qui l'a blessé. Ce devrait être le personnage fort, qui incarne la force, c'est un champion, et en fait c'est une crème un peu portée sur la bouteille, malheureux, timide. Profondément culpabilisé par et qui va la pseudo-blessure absolument de son ami, de celui qui devient son ami. Et il est prêt à se battre pour tous ceux qui ne l'appelleraient autrement que son ami et le soupçonneraient de feindre, ce qui est quand même le cas. Et il va se mettre lui-même, si on peut dire, en tout cas par la situation, en position de devenir le domestique de Jack Lemmon, puisqu'il va le chercher à l'hôpital, il le ramène chez lui, il lui fait à manger, il fait le ménage, on le voit en tablier, etc., etc. En un moment qui est à la fois décisif et en même temps, si je puis dire, trop bref, parce que la question noire, la question du racisme, la question de la ségrégation, en 66, donc en plein mouvement des droits civiques, n'est jamais évoquée dans le film à un seul moment. Sauf pour le dénouement. Voilà, à un seul moment, sauf pour le moment où, enfin, la supercherie va être dévoilée. Il se trouve qu'un personnage, parce que ça nous mènerait trop loin, tient devant Jack Lemmon un propos raciste, parce que ce Boom Boom Jackson, en plus, il se sent tellement coupable qu'il arrête de jouer, il va plus aux entraînements, il se bagarre. Enfin, le type qui était une vedette du football américain, en quelques semaines, il est plus personne. Donc. Et un type dit à Jack Lemmon, je trouve que c'est quand même bien fait pour lui, parce qu'aujourd'hui... Ces Noirs ont trop pris la confiance. Voilà, aujourd'hui... These coons, c'est un terme raciste. Extrêmement raciste, et Jack Lemmon... dans un sursaut d'amitié ou de conscience politique, en tout cas dans un sursaut, se lève, alors qu'il est censé ne pas pouvoir se lever. Censé être immobilisé sur son siège roulant. Voilà, et le frappe. Ouais. Voilà. Donc en effet... Et là, les assureurs vont découvrir qu'il feignait. Alors évidemment, la supercherie... Bon, ben voilà, la somme d'argent, ils ne l'obtiendront pas, puisqu'il n'était pas paralysé. Et l'avocat, Walter Matthau, qui devrait être, évidemment, au désespoir de voir ça, lui requalifie tout de suite la cause en disant... Maintenant, je vais attaquer cette personne pour discrimination, racisme. Je vais saisir telle ou telle chose. Toutes les associations noires, toutes les associations de défense des minorités. Voilà. Bon, et je vais faire de l'argent comme ça finalement. Et voilà. De ce point de vue-là, on peut dire que c'est un film, à mon sens, assez visionnaire parce qu'on voit bien, on a l'impression de retrouver des débats actuels d'une certaine façon. Alors voilà, je me suis dit tiens, c'est étrange parce que on voit bien que cette question, elle apparaît dans le film. Elle apparaît là, on vient de. Mais en même temps, c'est 2 minutes du film. Oui. Et par ailleurs, ce personnage. Il est annexe. Il est annexe. Il n'est pas valorisé en tout cas. Il est annexe de fait parce qu'il n'est pas au centre. Et il est aussi extérieur il est extérieur à l'esprit du film parce qu'il ne participe pas de cette comédie totalement échevelée. Il ne participe pas au jeu des réparties. La ségrégation n'est pas le sujet du film. Ça, non, mais on voit bien que... Enfin, moi, je me permets de dire, pas comme un conseil posthume à Wilder, ce serait totalement stupide, pourquoi pas, mais qu'on a le sentiment que le film, que moi je trouve extrêmement fort, mais si c'est un film que beaucoup trouvent un peu choquant et trop acide, on a le sentiment que elle aurait pu être, peut-être, que le thème aurait pu être davantage traité. Ce que je veux dire par là, c'est que étant donné les choses qu'on a décrites, un petit peu le rapport, l'attention qu'a pu porter Wilder à la place des minorités et la manière dont il a pu construire des machinations pour nous montrer qu'en fait la victime n'était pas forcément la première, mais dans un... Voilà, on aurait pu se dire que peut-être il était possible d'aller plus loin. C'est le seul moment où je me permets, face à un cinéma encore une fois, où tout est tellement
accompli au premier degré, de signaler quelque chose qui me semble quelque part inaccompli. Est-ce qu'on peut, pour terminer, revenir sur finalement ce lien avec Ernst Lubitsch, donc le maître avec lequel au départ Billy Wilder a travaillé, le grand maître de la comédie, qui est réputé justement pour son côté aérien, pour sa légèreté absolue, en pendant duquel finalement l'apesanteur, la gravité de Wilder peut être vue. C'est le cas dans le livre. En fait, j'avais envie de, comme beaucoup, je suis un admirateur inconditionnel, je crois qu'on peut le dire, pour ce cinéma-là, d'Ernst Lubitsch, qui est un des très grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Un des inventeurs du cinéma, si on peut dire. Il commence à travailler dès 1915, il est né en 1896, il meurt en 1948, donc prématurément, il avait un peu plus de 50 ans, je ne veux pas dire de bêtises. Bon, enfin, qui est quelqu'un qui est aussi un des fondateurs, d'une certaine manière, un fondateur de la comédie américaine, enfin voilà, qui n'est pas... Il est considéré comme supérieur à Wilder. Absolument. Dans la tradition cinéphilique. Absolument, oui. Et si on devait me poser la question, même si ce n'est pas la question du livre, je répondrais que supérieur, il l'est en effet. Il y a entre eux un rapport, une proximité qui était réelle, mais que les films traduisent, qui pour moi est d'une certaine manière plus intéressante. Enfin, je ne sais pas, on pourrait évidemment penser à Brian De Palma par rapport à Alfred Hitchcock, mais là c'est différent parce qu'ils ont travaillé ensemble, parce que leurs périodes se sont chevauchées. C'est vrai aussi un peu avec Hitchcock et De Palma, mais ils lancent ça de côté, parce que De Palma a fait des sortes de faux remakes de films de Hitchcock. C'est pas le cas de Wilder par rapport à Lubitsch. Le cinéma de Wilder n'est pas un travail de relecture du cinéma de Lubitsch. Il est, pour moi, même si c'est peut-être imprécis, il est... En tout cas, c'est comme ça que je posais la question. C'est en gros, c'est que deviendrait le cinéma de Lubitsch dans un autre moment de l'histoire tout court, c'est-à-dire après-guerre. Bon, oui, la coupure est un peu grossière, mais enfin, elle existe, et un autre moment de l'histoire du cinéma. Il est intéressant de noter que Lubitsch n'a traité de l'histoire, de la politique, qu'en de très rares exceptions, et à 2 fois, Ninotchka, qui est un film anticommuniste, avec Greta Garbo, coécrit par Billy Wilder, et évidemment To Be or Not To Be, qui est, avec Le Dictateur de Chaplin, le grand film où, d'une certaine manière, c'est presque le nazisme vaincu par la comédie, on pourrait dire. Mais Wilder, lui, c'est pas comme Lubitsch qui a réalisé beaucoup de ses comédies à Paris, dans des palaces, ou dans une Europe de l'Est réinventée, un petit peu hors histoire, hein. Des opérettes avec Maurice Chevalier, que moi je trouve absolument génial, mais chez Wilder, les choses sont toujours ancrées. Elles sont ancrées, je dirais, on pourrait dire cinématographiquement, parce que le rapport à Lubitsch les ancre, et puis historiquement, parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la Shoah. Voilà, bon. Et j'ai eu envie de me poser cette question en me disant qu'elle était que ces 2 questions-là, parce qu'il y en a 2, elles étaient plus importantes ou plus intéressantes, si on peut dire, que la sempiternelle façon à travers laquelle on approche d'ordinairement le rapport entre Wilder et Lubitsch, c'est-à-dire de dire en gros, l'un, Wilder, et la version profane ou grossière de l'autre, Lubitsch. C'est-à-dire de dire, c'est pas une question de savoir lequel est le mieux, mais c'est peut-être qu'on gagnerait à comprendre cet enchaînement de la légèreté aérienne, champagnisée de la comédie sophistiquée lubitchienne au gros sabot wilderien, qui est un ancrage dans l'histoire, de comprendre que c'était voilà. Et c'est aussi ce que désigne ce titre, qui a beaucoup de sens. C'est aussi un titre un peu ironique, parce que Gravité, on pourrait croire que je veux montrer que sous la comédie, il y a du sérieux. C'est pas du tout ça qui m'intéresse. Mais Gravité, ça fonctionne presque pour moi comme un rappel. C'est que je voulais que ce livre soit et les 2 pieds sur terre, voilà, si je puis dire. Et puis, le livre commence quand même. Parce que c'est pas simplement un titre, une mise en abîme du tout. Je commence, je crois, par... c'est presque le début, c'est presque comme un exposé de preuves. Je relève dans les films de Wilder un certain nombre d'exemples, enfin de moments, d'occurrences, de choses qui sont liées à la gravité, des personnages qu'on pèse à de très nombreuses reprises, particulièrement dans Sabrina et dans Avanti, ça donne lieu, qui est un film tardif, à une scène magnifique, des histoires de monte-charge, de quelqu'un qui veut construire l'avion le plus léger du monde, de quelqu'un qui veut maigrir, voilà. Donc j'essaye de montrer comment est-ce que la gravité, et je l'utilise aussi, alors peut-être de façon un peu facile, je l'utilise aussi pour dire, bon voilà, cette gravité, c'est une force historique, si je puis dire. Et à partir de là, ce qui est pour moi intéressant et un peu inhabituel par rapport à ce que j'avais pu faire précédemment, c'est l'idée d'avoir vraiment un livre qui a un point de départ, qui est Lubitsch,
enfin 2 points, qui est Lubitsch, puisque tout le cinéma de Wilder, quand même, se pense par rapport à Lubitsch. Ça, c'est pas du tout une lubie d'analyste, il l'a dit lui-même, qui est Lubitsch. Donc ça, Lubitsch, c'est plutôt la légèreté. Et puis chez Wilder, la gravité comme étant le point de départ, de même que c'est le point de départ d'une manière plus... Et puis à partir de là, essayer d'arriver à ce que j'avais en tête et qui me semblait être quelque chose de peu commenté, voire de pas commenté du tout chez Wilder, qui était son rapport à l'histoire américaine dont on a parlé, et à l'histoire allemande. La gravité comme ancrage dans un présent qui est lourd du passé dans une certaine mesure. Absolument, un présent qui est lourd du passé. Cette lourdeur à la fois matérielle et qui est aussi une lourdeur d'état d'esprit, si on peut dire. C'est pas quelque chose que l'on doit contourner pour dire attention, elle n'est que le paravent d'une finesse qu'on devrait apprendre à voir, mais de la voir elle-même. Bon, il y a une phrase que j'aime bien, qui n'est pas dans le livre, mais que j'aime bien citer parce qu'elle résume beaucoup de choses. Je crois que c'était lors d'une remise de prix peut-être aux Oscars, parce que Wilder était très oscarisé. Il a dit un truc du genre, parce qu'il était bien connu pour ses bons mots, hein, on pourrait en répéter par dizaines. C'est un grand dialoguiste. Un très très grand dialoguiste, et puis quelqu'un qui était, voilà aussi, je pense qu'il devait un peu ressembler à Walter Matthau d'une certaine manière, peut-être en un peu moins truculent, un peu moins, comment dire, roué, mais Wilder disait je n'ai rien contre la subtilité à condition qu'elle se voie. Voilà, je pense que ça résume beaucoup de choses. Et de même qu'il disait, la seule chose pire que de ne pas être pris au sérieux, c'est d'être pris trop au sérieux. Voilà. Ouais, tout à fait. Et bon, bah, c'est des bons mots, mais en même temps, ça donne un peu on voit bien entre quoi ils naviguent. Voilà. Merci Emmanuel Burdeau d'avoir été avec nous donc, pour parler de ce livre qui est une invitation à revoir l'œuvre de Wilder et le XXe siècle de Billy Wilder à travers elle. Merci à vous. Au mois de mars, le média était au bord du gouffre. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il disparaisse. Mais grâce à votre mobilisation, nous avons tenu bon. Merci à vous. Grâce à vous, nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Nous avons respecté l'engagement du manifeste du média. Malgré nos modestes moyens, nous avons combattu la haine de l'extrême droite, la violence de la Macronie, mais aussi les mensonges des grands médias. Que la manifestation soit déclarée ou non, on a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal, et voici la réponse. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Depuis 3 ans, rien n'a été fait pour l'hôpital. Moins de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Est-ce que c'est un scandale que l'État, des ministères, puissent avoir recours à des cabinets de conseil? Je vois pas comment on peut pas parler de détournement d'argent public, puisque notre argent public de contribuables n'a servi à rien. Comme vous le voyez, le média a toujours remis l'église au centre du village. Il a donné de la voix aux engagés, aux révoltés, à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine. Au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat, et même si les législatives peuvent le freiner, nous avons plus que jamais besoin de médias de résistance, libres et gratuits. À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait éruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20 heures. C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol? Il s'est rien passé.